Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci de nous rejoindre. Le temps de ce webinaire sur le thème comment réduire l'incidence du stress hydrique sur les cultures. Donc, les participants sont en train d'arriver progressivement. On va laisser encore 1 ou 2 minutes le temps à chacun de s'installer. Donc, nous allons être ensemble pour une durée de 1 heure. Je suis accompagné donc de Rémi Isseta, qui est également chargé de formation chez Vertal et qui est arrivé parmi nous en fin d'année 2022. Donc, comme je vous l'indiquais, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Rémi m'accompagne aujourd'hui, et en ce qui me concerne, je m'appelle Mathieu Limousin, je suis responsable du pôle formation chez Vertal et nous allons être tous les 2 ensemble pour animer ce webinaire, avec plaisir avec vous cet après-midi. Le webinaire va se dérouler de la manière suivante. Nous allons déjà, dans un premier temps, très rapidement présenter Vertal, qui nous sommes, ce que nous faisons, puisque tout le monde ne nous connaît pas forcément. Et nous enchaînerons très rapidement sur une présentation que je vais animer, relayée par Rémi, qui, pendant ce temps-là, prendra bien en note les questions qui seront posées directement dans l'onglet « Questions ». Là où le chat est clairement plutôt réservé, si vous avez tout simplement envie de saluer un ou plusieurs participants également inscrits à ce webinaire ou nous faire part de remarques particulières. N'hésitez surtout pas. Nous aurons donc une présentation ensemble de 45 minutes, à l'issue de laquelle nous aurons un temps de 15 minutes ou plus. On n'est pas pressé ensuite derrière, qui sera clairement un temps d'échange, questions-réponses, où nous reprendrons en fait les questions qui seront revenues de façon soit répétée ou récurrente au cours de ce webinaire. L'objectif, c'est que ce webinaire sur le thème du stress hydrique, qui est un sujet ô combien important et malheureusement un peu récurrent depuis maintenant 4 à 5 années, il convient aujourd'hui de se dire en quoi est-ce un souci et en quoi il pénalise la productivité et la qualité, mais surtout la rentabilité des cultures. L'objectif étant aussi de se dire mais quels leviers d'action nous avons, quels sont ceux qui sont actionnables à court terme, quels sont ceux qui sont actionnables plutôt à moyen terme, mais dans l'objectif de continuer à retrouver de la résilience dans la productivité, la qualité des cultures faites dans un contexte climatique aléatoire. Eh bien, je vous propose de démarrer. Je vais juste prendre le soin de partager mon écran. Me dire dans le chat si tout est OK pour vous. Alors, attendez. Hop là. Est-ce que tout est bon pour vous? Vous voyez bien l'écran en pleine page? Eh bien, c'est parti. Donc, surtout, je vous rappelle, dès que vous avez des questions, vous avez un onglet questions qui est prévu à cet usage-là. Utilisez-le à bon escient et surtout pleinement. L'objectif, c'est vraiment, on est là pour, il n'y a pas de questions bêtes, comme on dit, c'est surtout celle avec laquelle on repart, qui va surtout nous rester en tête dans les prochaines heures et les prochains jours. Et ce serait bien dommage. Donc, nous sommes ensemble pour un webinaire sur le thème de comment réduire l'incidence du stress hydrique sur les cultures. Avant ça, on va rapidement revenir sur qui est Vertal, ce que nous faisons et surtout sur quelle démarche repose Vertal. La deuxième chose, on démarrera avec la notion de stress hydrique et surtout de bien spécifier, mais qu'est-ce que le stress hydrique, à quoi ça correspond et quelle incidence sur la culture. Dans un troisième temps, quelles actions possibles pour y remédier. Et surtout, une partie très importante, selon moi, c'est, et surtout maintenant, comment procéder, quelles actions peuvent être positionnées directement sur le terrain pour que vous, en tant que technicien de distribution, vous puissiez pleinement accompagner les agriculteurs qui vous font confiance et que vous accompagnez, ou en tant qu'agriculteur, savoir déjà ce qui est possible d'actionner sur vos exploitations. Et on terminera par un temps d'échange.
En ce qui concerne Vertal, on est une société basée en Vendée qui existe depuis maintenant bientôt 20 ans, qui conçoit, fabrique et commercialise des biosolutions destinées aux productions agricoles telles que la polyculture élevage et les grandes cultures. Des solutions très fortement basées sur l'usage des plantes que l'on va utiliser sous différentes formes, que ce soit des infusions, des décoctions, voire des macérations, dans l'objectif de sécuriser la productivité des cultures et la qualité des cultures, en apportant toujours un peu plus de durabilité dans la méthode de production. Avec une approche basée sur l'ensemble du système d'exploitation, effectivement, on est à même de répondre aujourd'hui tant sur le volet du sol, via une gamme d'activateurs de sol, une gamme d'engrais foliaires destinés à plutôt aider les plantes à stimuler l'activité chlorophyllienne pour mieux résister aux différents stress auxquels elles doivent faire face, une gamme effluent pour améliorer à la fois la valeur fertilisante des effluents, mais avant sécuriser le statut sanitaire des troupeaux, et une gamme sur la nutrition animale plutôt destinée à améliorer l'efficacité alimentaire des troupeaux en vue de sécuriser leur rentabilité. Voilà ce que nous faisons, le tout basé sur une approche qu'un certain nombre d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, l'approche du couple pH-redox, sur lequel en fait l'ensemble de notre démarche et de nos gammes de produits sont positionnés. Je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Vertal, sur laquelle vous retrouverez plusieurs présentations, voire webinaires sur ce sujet-là, pour ceux qui veulent en savoir plus. Et le tout avec forcément une notion de accompagner le changement des pratiques. Cela ne passe pas sans accompagnement, et l'accompagnement prend diverses formes chez Vertal, au travers d'une équipe d'animateurs de distribution répartis sur l'ensemble du territoire national. Et cette équipe est entourée à la fois d'une équipe et d'un pôle formation pour accompagner également l'évolution des pratiques, ainsi qu'une équipe de chefs de marché avec tous les autres éléments indispensables au bon fonctionnement euh, de l'entreprise. Eh bien, nous allons démarrer sur cette notion de stress hydrique. Avant de démarrer sur la notion de stress hydrique, j'aimerais juste prendre le temps de revenir avec vous sur la notion de besoin. On entend très souvent parler de productivité. La notion de productivité ne peut pas aller sans la notion de couverture des besoins. Et quand on parle de besoins des cultures, très rapidement, vous seriez en face de moi et on pourrait changer de vive voix. Certains d'entre vous m'auraient déjà mentionné la notion d'éléments minéraux. Souvent, le fameux N, le P, le K sont des éléments qui reviennent très très vite. Effectivement, pour permettre la productivité des cultures ou la sécuriser, la plante a besoin d'éléments minéraux entre les macros et les oligoéléments. Ils sont tous importants. Mais la plante, elle a également besoin d'eau. Preuve en est, quand il y en a trop, vous voyez des signes manifestes sur les cultures, et quand elles manquent, vous voyez aussi la culture stressée, pénalisée, qui perd en productivité. Sans oublier un autre besoin qui est juste essentiel, sans lequel malheureusement la production de biomasse est impossible, c'est tout simplement la notion d'énergie solaire que seules les plantes sont capables de transformer en énergie chimique au travers d'un mécanisme qui s'appelle la photosynthèse. Ce qui est certain, c'est que pour que cette photosynthèse ait lieu, la plante a besoin d'eau, mais elle a également besoin d'éléments minéraux. Donc, au travers des besoins, il n'y a pas un besoin plus important que l'autre. Ces trois niveaux de besoins sont aussi importants les uns que les autres. Et forcément qu'aujourd'hui, nous allons nous intéresser un peu plus autour de l'eau, qui est un besoin et qui est un élément dont la plante a besoin de façon essentielle. Et notamment, certes, au-delà de ses besoins en eau, elle en a besoin également pour pouvoir assurer une photosynthèse intense et de qualité. Et toutes les plantes ont besoin d'eau. On entend souvent dire, il faut que l'on modifie, qu'on ajuste les assolements sur nos exploitations agricoles pour remplacer des plantes plus gourmandes en eau par des plantes moins gourmandes en eau. Alors, c'est toujours une notion avec laquelle j'ai un petit peu de mal, puisqu'en fait, toutes les cultures ont un besoin relativement significatif en eau. Même si ce besoin fluctue selon les cultures, elles ont tous un besoin significatif qui va également fluctuer en fonction du niveau de rendement souhaité. Toujours la notion de rendement potentiel par rapport au rendement réalisé. Eh bien, forcément que plus on va chercher à pouvoir produire plus,
Et se rapprocher du rendement potentiel, plus le besoin en eau de la culture va augmenter. Preuve en est, lorsqu'il y a la mise en place d'un système d'irrigation, on voit une sécurisation de la productivité de la culture. Maintenant, ce besoin en eau, par exemple, si je prends un maïs grain avec un objectif de rendement de 100 quintaux, ce maïs grain va avoir un besoin à peu près de 1800 mètres cubes à l'hectare, là où pour un objectif de 130 quintaux, on va plutôt être aux alentours de 3000 mètres cubes d'eau à l'hectare. Et on va dire, bah oui, le maïs est un petit peu le mauvais élève puisqu'il a des besoins relativement conséquents en eau. Bah, regardez, un maïs grain à 100 quintaux a besoin de 1800 mètres cubes d'eau, là où un blé à 65 quintaux a le même besoin en eau. La différence réside sur la durée d'implantation de la culture. Un blé va être implanté à peu près de mi-octobre pour être récolté globalement sur l'ensemble du territoire national entre début juillet au 15-14 juillet. Donc, ça nous fait à peu près une durée d'implantation de 8 à 8 mois et demi. Là où un maïs grain va avoir effectivement le même besoin en eau, mais non pas sur 8 mois et demi, mais 5 mois et demi. Et surtout sur une période où malheureusement les précipitations vont être un peu moins importantes que sur la période hivernale. Donc, toutes les plantes ont un besoin en eau que plus on va être en mesure de satisfaire et plus l'expression du rendement potentiel va pouvoir être au rendez-vous. La deuxième chose, c'est que comment la plante s'alimente en eau? Ben, par son système racinaire. Alors, je suis certain de rien vous apprendre jusque-là. Ce sont juste des éléments fondamentaux, mais qui méritent d'être rappelés. Là où de la fertilisation peut être partiellement faite par voie foliaire, apporter de l'eau par voie foliaire, malheureusement, c'est beaucoup plus délicat. Donc, l'eau arrive via les précipitations au niveau du sol, que ce sol va quand même devoir être en mesure d'absorber, de le stocker efficacement, et la plante va aller chercher cette eau-là et l'absorber via son système racinaire. Et malheureusement, c'est un système qui n'est pas forcément complètement étanche, puisqu'il y a des entrées d'eau, mais il y a aussi des sorties d'eau, et la plante perd de l'eau. Effectivement, il nous paraît assez logique, comme nous les premiers, lorsque nous faisons de l'activité sportive, la température corporelle augmente et le mécanisme de sudation se met en route. Et ben, une plante transpire également, on appelle ça de l'évapotranspiration. Et une plante, comme un animal, va transpirer d'autant plus qu'elle va avoir une activité, un métabolisme intense, le tout dans une température ambiante élevée. Donc forcément qu'une plante va toujours plus transpirer en été qu'en hiver, et donc perdre toujours plus rapidement de l'eau en été qu'en hiver. Avec un appoint possible, qui est l'apport d'eau de façon purement artificielle via l'irrigation. Maintenant, tous les sols, j'ai dit que la plante allait chercher l'eau via son système racinaire, que le sol va avoir stocké. Maintenant, tous les sols ne sont pas égaux. La preuve en est une notion que on a tous entendu parler, la notion de réserve utile. C'est la capacité d'un sol à stocker de l'eau. La réserve utile, elle est notamment déterminée par la texture d'un sol et plus particulièrement par le pourcentage en limon et en argile de ce sol. Vous avez l'exemple ici, un sol qui va être aux alentours de quasiment 55% de limon, avec une teneur en argile supérieure légèrement à 25%, eh bien, vous allez avoir un coefficient de 1,8 mm d'eau stockable par centimètre de terre fine. Voilà comment c'est calculé, que l'on va multiplier par la profondeur de sol, donc en équivalent terre fine, qui va nous permettre d'obtenir la dimension ou la capacité de ce sol-là à stocker de l'eau. Par exemple, si j'ai ce sol qui a une profondeur de 80 cm de terre fine, ben vous allez arriver à une réserve utile de 144 mm. Donc, c'est un peu la taille du réservoir potentiel, puisque la réserve utile reste quand même une donnée purement calculée, et vous le remarquerez, ne prend pas forcément trop en considération la notion de teneur en matière organique, et dans cette matière organique, de la quantité et de la qualité de l'humus présent. Maintenant, ce réservoir, c'est comme tout, c'est comme un réservoir de voiture. Le réservoir peut faire 60 litres de capacité. Généralement, on ne s'amuse pas à utiliser les 60 litres de capacité avant de retourner faire le plein. Et on va avoir globalement une cinquantaine de litres que l'on va l'utiliser en routine, puisque c'est
ce que l'on va pouvoir appeler la fameuse RFU, c'est-à-dire cette réserve facilement utilisable par la plante et plus particulièrement par les racines de la plante, et qui équivaut à 2 tiers de la réserve utile. Donc si je reprends mon exemple, cette réserve utile initiale de 144 mm, eh bien, en RFU, cette ERU va nous donner une RFU de 96 mm. Sauf que par rapport au précédent tableau que je vous ai montré, un blé, par exemple, avec un objectif de rendement à 65 quintaux, alors je sais qu'il y a des rendements bien supérieurs, notamment sur la moitié nord de la France, mais c'est un exemple. Ben, un besoin de 180 mm par mètre carré, ben, vous voyez bien que ma RFU ne suffit pas en une seule fois à satisfaire ce besoin. Donc, quand je vous dis ça, je suis simplement en train de vous dire que lorsque l'on a une RU donnée qui détermine une RFU, ce sont bien les précipitations qui vont devoir venir renouveler, réalimenter régulièrement cette fameuse RFU. D'où le fait de vous remettre sur cette planche les précipitations moyennes mensuelles que l'on obtient en France, avec des barres plutôt bleu foncé qui correspondent au normal de précipitation d'une période allant du mois de septembre au mois d'avril, pris sur une période de 1981 à 2010, comparé aux précipitations mensuelles moyennes obtenues sur cette même période sur les années 2020 à 2023, soit 4 années. Et ce que vous allez observer, c'est que globalement, on est plutôt sur une légère diminution du niveau de précipitation obtenu mensuellement, qui est de l'ordre de moins 13%. D'où le fait que quand on vous dit il pleut un peu moins qu'il pleuvait auparavant, ceci est vrai, notamment sur cette période des 4 dernières années, avec toute la limite que les périodes pendant lesquelles il y a une absence de pluie est en train de s'allonger et de s'intensifier. On l'a encore vécu en début d'année 2023, de mi-janvier jusqu'à quasiment mi-février, voire fin février sur certaines zones de France. Et depuis le début du mois de mars, en gros, on a très très régulièrement des précipitations. Maintenant, attention, le niveau de précipitation moyen sur la France que l'on obtient est globalement proche, voire tout juste supérieur au normal de précipitation. Donc, il ne peut pas plus. C'est peut-être qu'on avait des mois de mars et avril qui ne ressemblaient plus à des mois de mars et avril normaux. Et donc, on arrive sur la notion de stress hydrique, qui est un état d'une plante qui souffre d'un manque d'eau. Pour le moment, je ne pense pas de grande surprise pour vous, mais qui correspond concrètement à quoi? À l'état d'une plante qui perd plus d'eau qu'elle est capable d'en absorber par son système racinaire, ce que l'on définit comme situation de stress hydrique. Et cette notion de stress hydrique est en train de s'amplifier et de s'accélérer tout simplement par la hausse de température mensuelle moyenne depuis 4 ans, où vous avez encore une fois en orange pastel les normales de température moyenne de 1981 à 2010, comparées en orange plus foncé à la température moyenne obtenue sur les 4 dernières années, c'est-à-dire de 2020 à 2024, sur le mois de septembre au mois d'avril. Et en moyenne, on a plus de 1,6 degré de plus en moyenne par mois, et quasiment même pendant les mois les moins chauds de l'année, c'est-à-dire les mois d'octobre, novembre, décembre. Et donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'une plante, elle va chercher de l'eau via son système racinaire dans le sol et elle en perd en transpirant. Donc forcément que si le niveau de précipitation obtenu diminue et que le niveau de température augmente, bien forcément que la notion de stress hydrique va arriver potentiellement plus rapidement et de façon forcément plus intense au cours de l'année. Et cette notion de stress hydrique, elle est véritablement globale de la plante, eau comprise, et donc pénaliser sa productivité, sa qualité. Et donc forcément que la question va être, tout simplement, dans quelle mesure les précipitations vont pouvoir permettre de renouveler ou d'assurer en fait une remise ou de reconstituer ce stock d'eau potentiel dans les sols. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai juste une question que je souhaite vous poser, que vous allez retrouver dans l'onglet sondage. C'est dans quelle mesure cette problématique du stress hydrique vous concerne, ou en tout cas vous la jugez importante et surtout de plus en plus pénalisante à l'égard de la productivité et surtout de la rentabilité
des cultures actuelles sur vos exploitations ou des exploitations que vous pouvez accompagner. Alors, je vous laisse une dizaine de secondes le temps de cliquer. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé, vous retrouvez le sondage dans l'onglet « Sondage ». Il vous suffit juste de cliquer sur « Oui » ou « Non ». Et ce que je vois, donc, j'ai Rémi qui me communique les résultats, où aujourd'hui, globalement, à raison de 100% des répondants, sachant que la moitié ont répondu pour le moment, se considèrent véritablement concernés par cette situation de stress hydrique sur le terrain. Eh bien, on a bien fait de réaliser ce webinaire sur ce sujet-là. Maintenant, l'idée est surtout de se dire, mais comment est-il possible d'y remédier? Par quels moyens? Surtout que, malheureusement, actuellement, tout nous paraît à peu près beau, puisque les cultures, il est clair, dans la plaine sont belles. Juste remettre les choses en perspective, les cultures sont belles puisqu'on a eu la chance jusqu'à présent d'avoir régulièrement des précipitations qui sont arrivées de façon assez régulière et progressive et qui entretiennent, eh bien, je dirais, nos cultures plutôt en bon état et en bonne santé et qui produisent, il est clair qu'il y a du potentiel pour l'année 2023. Le problème, c'est qu'en dessous, nous n'avons pas de réserve. Et là, c'est notamment une carte prise sur le site du BRGM qui montre tout simplement au 1er avril 2023, il y aura bientôt la mise à jour qui va avoir lieu d'ici quelques jours. Je vous invite à consulter ce site-là et qui montre que globalement, excepté la façade atlantique, l'ensemble des nappes phréatiques en France sont dans un niveau bas à modérément bas, avec plutôt une diminution du niveau qu'une augmentation. Donc tout ça, clairement, aujourd'hui, le message que je veux faire passer, c'est que pour le moment, on a l'impression que ça va. Les prévisions sont plutôt annoncées avec une sécheresse sur 2023. On en reparlera, si vous voulez bien, au mois de juillet, août, septembre, pour véritablement voir ce qui s'est passé. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que tout ne tient qu'à un fil. Le niveau des nappes phréatiques est bas, et on a de moins en moins de précipitations avec une augmentation de température. Donc, de toute façon, en 2023, nous allons connaître encore une fois, malheureusement, une situation de stress hydrique. Et je vous donne rendez-vous au mois d'octobre pour que l'on puisse statuer sur le niveau d'intensité et de durée de ce stress hydrique sur les cultures. Et surtout sur les cultures de printemps. Donc maintenant, c'est bien de dire que ça peut mal se passer. Moi, ce qui m'importe surtout auprès de vous aujourd'hui et avec Rémi, c'est d'apporter des solutions ou en tout cas des débuts de réflexion, que chacun puisse prendre ces éléments-là et de se dire, bon, concrètement, d'où ça vient, qu'est-ce qui amplifie tout ça et surtout, qu'est-ce que j'ai la possibilité de faire, moi, sur mon exploitation ou sur les exploitations que j'accompagne. Je vais revenir sur la notion de euh, réserve utile. La notion de... Ah, attendez, apparemment, on me signale qu'il y a un souci. Ah, eh ben, on va arrêter le partage. Excusez-moi. Au moins, l'avantage, vous pouvez vérifier que nous sommes bien en direct. Je repartage mon écran. Je vous laisserai me redire dans le chat si tout est bien OK pour vous. Hop, à mon avis, c'est le sondage. C'est reparti. Donc, désolé, juste pour remonter, je disais que tout ne tient qu'à un fil et c'est véritablement la vraie situation. Et là, l'objectif est maintenant de pouvoir reprendre avec vous eh bien, sur quel levier il est possible de jouer et concrètement, qu'est-ce qui peut être mis en place. L'objectif premier, c'est déjà de sortir de ce cercle vicieux et de, si possible, après-demain, rentrer dans un cercle vertueux. Mais déjà, comment on peut sortir de ça? Je vous ai abordé la notion de réserve utile, qui est quelque chose de factuel, de vrai, mais qui n'intègre pas malheureusement la capacité d'un sol à pouvoir absorber, boire, comme on le dit un peu de façon vulgarisée sur le terrain, l'eau qui tombe du ciel via les précipitations. Et là, clairement, on a souhaité schématiser sur cette planche-là la notion de porte. La limite, en fait, aujourd'hui, c'est que sur chacune des exploitations agricoles, il y a des parcelles et ces parcelles ont une réserve utile. Certes, c'est la capacité de stockage d'eau possible d'un sol, mais le stockage n'est possible que si la porte est entrée. Et malheureusement, pour
parcourir pas mal de zones, en France. Je vois trop souvent en fait la photo, plutôt en haut avec, la formation, de croûte, avec une stabilité structurale insuffisante dès qu'il vient, bien une pluie un petit peu forte sur un terrain nu. On va malheureusement encore le connaître suite aux implantations de maïs ou de tournesol ou de soja qui sont en train de se réaliser, où malheureusement en fait on a une stabilité qui ne se tient pas et malheureusement des sols qui sont insuffisamment poreux. Le fait qu'on ait des sols plutôt compactés à l'inverse d'avoir des sols poreux, limite la capacité de l'eau à s'infiltrer dans les sols. Et ça, c'est une véritable problématique, puisque vous avez beau avoir une texture de sol et donc une granulométrie qui vous prétendent, bah, vous donne une érue très élevée, si la porte est fermée, ben, malheureusement, vous serez dans la difficulté de remplir ce fameux réservoir. Donc, il faut de la porosité. Et comment sortir de ce cercle vicieux? Remettre de la porosité dans vos sols. Et éviter ces situations-là, la photo en haut à gauche est une photo que j'ai personnellement prise lors d'un déplacement, tout fin, février, tout début mars, il me semble, pardon, tout début mars 2023 sur le secteur de Châteauroux, où il avait eu la veille 15 millimètres d'eau et j'ai pu observer des parcelles avec une stagnation d'eau en surface. Il n'avait pas plu depuis 1 mois et demi, on avait eu 15 millimètres d'eau tombée plutôt doucement et on observe des parcelles qui sont clairement dans cette difficulté à pouvoir absorber rapidement et stocker rapidement l'eau qui est tombée du ciel. Sans oublier malheureusement les pluies de printemps ou d'été, souvent accompagnées d'orages, avec donc des pluies qui sont relativement des fois violentes, beaucoup d'eau en très peu de temps, et qui malheureusement s'accompagnent de ruissellement d'eau en surface, accompagnant très souvent, malheureusement, les parties les plus nobles et fertiles du sol, qui vont être la partie argileuse, voire limoneuse, que l'on retrouve non pas dans les champs, mais dans les cours d'eau. Et ça, ben, malheureusement, ce n'est pas possible. Je veux bien que le stress hydrique soit une vraie problématique, mais il y a un moment où il y a une chose qui est fondamentale pour être un peu sportif. Ben, quand on veut gagner, déjà, on commence par arrêter de perdre. Et c'est vraiment le message que je veux vous faire passer aujourd'hui, c'est que il y a un moment où la première solution, c'est de remettre de la porosité dans les sols pour que les sols soient capables d'absorber, de fixer le plus rapidement possible et efficacement cette eau qui tombe, pour surtout éviter qu'elle reparte trop vite à la mer. Et ça, comment? Parce que c'est bien de faire ce constat-là, je ne pense pas que vous ayez eu besoin de moi pour le faire. Maintenant, ce qui m'importe surtout, c'est comment je sors de ce cercle vicieux en remettant de la porosité. Oui, mais concrètement, on fait comment? Eh bien, on va déjà commencer par essayer de couvrir encore un peu plus les sols. La couverture végétale, elle est indispensable. Alors je sais, la question va venir, oui, mais comment on fait pour couvrir des sols quand il n'est pas tombé d'eau depuis 2 mois et que les sols sont complètement secs? Si vous voulez bien, je vois déjà des terres nues pendant l'hiver et ça, ce n'est pas possible. Et on me dit, oui, mais en terre argileuse, c'est pas possible de reprendre les sols. Il n'y a pas plus efficace que des racines. C'est bien plus efficace que le matériel. Donc aujourd'hui, couvrons les sols, puisque en couvrant les sols, la végétation va assurer un effet parapluie, limiter l'incidence et la puissance de l'impact de la goutte d'eau à la surface du sol, donc limiter les dégâts. Et en faisant ralentir ces gouttes d'eau, je vous garantis qu'elle va pouvoir s'infiltrer bien plus efficacement. La deuxième chose, c'est qu'en remettant du verre sur les parcelles, vous allez avoir des racines. Et ces racines vont permettre de maintenir à la fois une structure en place et commencer à intensifier une activité biologique qui, bien souvent, est un peu trop au ralenti. Et la troisième chose, c'est de stabiliser la température du sol. Le problème, c'est qu'un sol qui n'est pas couvert, qui est complètement en situation d'hydromorphie l'hiver, amusez-vous à mettre un thermomètre dedans, vous allez voir que la température sera toujours plus basse que dans un sol couvert. Et même s'il est tombé 300 millimètres sur globalement 3 mois. Et à l'inverse, l'été, un sol couvert, c'est comme l'effet parasol sur une terrasse, ben forcément qu'il fera toujours moins chaud sous le parasol que sur le parasol. Et forcément qu'en faisant ça, ben on va aussi limiter la perte d'eau par évaporation. C'est fondamental. Quand on n'est pas sûr de gagner, il faut savoir ne pas perdre. La deuxième chose, intensifier l'activité biologique. Et ça, ce ne sont pas les outils qui vont le faire. Et l'activité biologique, plus elle sera intense en nombre de salariés et en activité, plus elle va vous permettre de conserver une porosité dans vos sols le maximum de jours par an, à deux conditions.
lui donner à manger régulièrement. Donc oui, il va falloir apprendre à restituer encore un peu plus à nos sols. Vous accepteriez pas de travailler matin, midi et soir sans vous arrêter de prendre un casse-croûte. Eh bien, tout ce qui est micro et macro-organismes dans le sol, c'est pareil. Et il y a un moment, arrêtons de perturber leur maison à chaque instant. Donc, travailler le sol, oui, mais plus on va pouvoir le faire de façon modérée et pas trop agressive, plus elle restera performante. Et surtout, faciliter l'accès des racines à l'eau. Je vous rappelle que ce sont les racines qui permettent à la plante d'absorber de l'eau. Donc, plus vous aurez de la porosité, plus les racines vont pouvoir se développer facilement et donc pouvoir prospecter efficacement un même volume de terre. C'est l'exemple du sorgho comparativement au maïs. Le sorgho n'a pas un besoin d'eau beaucoup plus faible que le maïs. C'est surtout qu'ils n'ont pas du tout le même système racinaire. Donc, remettez de la porosité dans les sols. La deuxième chose, c'est de faire tomber l'eau. Oui, et je suis très sérieux quand je vous dis ça, il faut faire tomber l'eau. Non pas en faisant la danse de la pluie, mais simplement en repartant du cycle de l'eau. Nous avons des précipitations sur une surface donnée puisqu'il y a des surfaces où il y a de l'eau sur laquelle l'eau s'évapore. Cette eau-là passe sous forme gazeuse, vient se condenser dans les nuages, qui les nuages viennent tout simplement au fur et à mesure qu'ils sont trop chargés, relâcher de l'eau sur des surfaces données. Et l'eau va tout simplement s'infiltrer dans une certaine mesure dans les sols et au fur et à mesure aller jusqu'aux nappes phréatiques dans le cas de précipitations significatives, bien sûr, et une partie ne s'infiltre pas et va tout simplement ruisseler et rejoindre les différents cours d'eau pour gentiment repartir à la mer. Sauf qu'il y a une chose qui nécessite d'être reprécisée, toute l'eau que nous obtenons par précipitation ne provient pas de la mer. C'est faux de croire ça. Il faut savoir que même plus de la moitié, c'est-à-dire pas loin de 70% de l'eau que l'on est censé obtenir par précipitation, doit provenir de la végétation qui aura transpiré. Sauf que pour qu'elle transpire, il faut qu'elle soit encore en vie, et pour qu'elle soit encore en vie, il faut qu'elle soit encore verte. Et c'est là toute l'importance, c'est-à-dire qu'il y a deux puits qui peuvent alimenter les précipitations. Certes, et ça reste vrai, l'eau évaporée des surfaces euh, donc aquatiques, quelle qu'elle soit, mais surtout et avant tout, l'eau qui provient de l'évapotranspiration des plantes. Et c'est là où le système coince, tout simplement puisque nous avons un système de production très fortement basé sur les cultures sèches, c'est-à-dire que si vous prenez une photo satellite de la France au mois de mars, au mois d'avril, au mois de juin, au mois de juillet, vous allez voir que plus on arrive vers les mois d'été, plus les surfaces vertes diminuent. Et c'est ça le problème, puisque pendant cette période-là, c'est là où nous avons l'énergie solaire la plus élevée possible, donc le potentiel de production de réalisation de photosynthèse la plus élevée, et donc la production de biomasse derrière pour remettre du vert et favoriser une transpiration importante et donc une évaporation importante qui reviendra par précipitation. Et sauf que vous allez me dire, bah oui, mais bon, comment derrière mes céréales, comment derrière mes colzas, je viens remettre du vert. Eh bien déjà, tout simplement, en ayant bien stocké efficacement pendant l'hiver, on va en reparler, et surtout aussi, des fois, en essayant peut-être de limiter le travail du sol pour arrêter de perdre de l'eau en quantité trop importante et à l'inverse, garder le peu d'eau qui reste pour remettre une culture, tout simplement, en développement et donc en végétation. Donc, oui, je ne dis pas qu'il ne faut plus faire de culture sèche en France, je dis juste que plus on arrivera à remettre du vert pendant la période fin printemps, été et début d'automne, plus forcément on va pouvoir œuvrer efficacement pour maximiser en fait nos chances d'avoir des précipitations de façon un peu plus régulière sur l'année. Moins il y en aura, forcément ça ira moins bien demain et encore après-demain et ensuite et ainsi de suite. Donc faire tomber l'eau, il n'y aura pas d'eau s'il n'y a pas de verre. Et l'avantage, c'est que c'est là où on va pouvoir passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Plus il y aura du verre demain, plus il y aura de l'eau après-demain, et ainsi de suite. Et c'est vraiment cette deuxième notion que je veux que vous reteniez, c'est que tout n'est pas foutu, bien au contraire. On remet de la porosité. En remettant de la porosité, on va mieux stocker l'eau quand elle vient, et notamment pendant la période hivernale, pour être mieux armé, muni pour passer le printemps et l'été.
Et dans la mesure où on arrivera à remettre du vert demain sur cette période de printemps et été, eh ben, je vous garantis une chose, c'est que on augmentera nos chances d'avoir un peu plus régulièrement des précipitations. Et forcément avec des deltas en fonction de là où on est en France. Et le troisième point, dont on a aussi le droit eh bien, d'intégrer dans l'équation, c'est l'irrigation. Alors je sais, tout le monde n'a pas recours à l'irrigation. L'irrigation reste souvent cantonnée à une partie de l'exploitation agricole. Certes, ce n'est aujourd'hui et ça restera demain qu'un appoint, mais un appoint qui peut venir sécuriser le système. En aucun cas, je peux le mettre en point numéro un. Ce serait une aberration de faire ça. Mais maintenant, en troisième position, l'irrigation a pleinement sa place. Et forcément que plus nous aurons fait efficacement les deux premiers points, plus l'irrigation sera en plus efficiente avec des apports en moins grande quantité et permettra de sécuriser la productivité. Mais on ne peut pas dire on va sauver la productivité de nos cultures et leur qualité qu'avec l'irrigation. Ça, c'est faux. Donc, vous l'avez compris, l'objectif aujourd'hui, il est clairement de remettre de la porosité dans les sols. Quand on parle de porosité, on parle en fait de fertilité physique dans les sols au travers de la stabilité structurale. On va en reparler. Impossible d'améliorer la fertilité physique des sols sans intensifier la fertilité biologique. On est beaucoup à avoir essayé via les outils, avec des fissurateurs, des décompacteurs, des déchaumeurs et ainsi de suite. Oui, momentanément, ça permet de faire des choses, de débloquer des choses, mais en aucun cas, ça permet de maintenir une bonne porosité dans le temps. Pas plus efficient, efficace et puissant que toute cette biomasse microbienne et macro-organismes dans les sols. Ils savent faire ça bien mieux que quiconque. À une condition, leur donner à manger, et c'est ça qui est intéressant, c'est que plus on va leur donner à manger avec une alimentation régulière et équilibrée, plus ils vont pouvoir travailler pour maintenir cette fertilité physique, qui cette fertilité physique améliorée va améliorer la fertilité chimique, que cette fertilité biologique va également améliorer, et notamment au travers d'une notion pH redox que vous pouvez retrouver sur notamment le webinaire précédent. Et l'avantage, c'est quand on améliore ces trois fertilités sur le sol, ça nous donne droit à une quatrième fertilité qui est la fertilité hydrique. Mais on n'augmente pas la fertilité hydrique sans améliorer les trois premières mentionnées. Et à l'image d'une éponge, un sol doit ressembler à ça, c'est-à-dire une éponge de plus en plus conséquente. Plus elle grandit, plus elle est capable de stocker de l'eau pendant la période hivernale notamment, pour sécuriser les mois suivants. Et donc ça, c'est une chose qui est fondamentale, cette notion de argile-limon qui savent retenir de l'eau, pas plus puissant que l'humus. Donc, on voit bien que cette fertilité physique, chimique, biologique permet d'augmenter la taille de l'éponge. Et c'est comme ça que nous allons tout simplement pouvoir améliorer, sécuriser nos modèles de production actuels. Avec cette notion de améliorer le stockage de l'eau pendant l'hiver, c'est fondamental, tout en évitant cette situation d'hydromorphie. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de stocker le plus de millimètres d'eau dans les sols sans pour autant que nos cultures aient le sentiment d'être noyées. À l'inverse de la période plutôt printemps et été, où là, l'objectif va être de pouvoir augmenter et faciliter l'accès des racines des plantes à cette ressource hydrique, au travers d'en avoir stocké plus, d'une part, mais surtout avec une proximité entre l'eau et les racines améliorée. Et ça, malheureusement, désolé d'insister, mais ça passe par de la porosité qui va nous permettre après progressivement de maximiser le nombre de jours par an pendant lesquels nos sols sont couverts. Et comme je vous l'ai dit, plus nous remettrons du vert, plus nous aurons de l'eau demain. Et plus on vient sécuriser la productivité et ainsi remettre de la résilience dans le système. Et donc, comment on fait ? Il y a un moment, il faut bien commencer par quelque chose. Et il y a une chose qui est relativement simple à faire, et on est relativement bien placé pour vous en parler, puisque ça fait maintenant quasiment 8 ans qu'on le positionne sur le terrain, c'est que dans toute situation, il faut bien en fait un électrochoc, il faut bien un coup d'accélération, un booster. C'est le rôle des activateurs de sol et en particulier du Vertalsol, qui, au travers d'une composition bien spécifique, basée sur un support de mélasse de canne à sucre, enrichi avec des plantes riches en antioxydants et un bioferment,
va permettre très rapidement, et ce en moins d'un an, même entre des positionnements à l'automne, on voit déjà les premiers effets sur la porosité, et un certain nombre d'inscrits à ce webinaire pourraient attester de ça, avec des tests bêches qui montrent clairement la différence en sortie d'hiver, va permettre d'intensifier cette activité biologique pour augmenter rapidement cette porosité du sol et améliorer le stockage de l'eau. Sans changer vos pratiques, sans passage supplémentaire, parce qu'il peut être associé avec des produits comme les désherbages, par exemple, de postes semis prélevés, des choses de ce type-là. Et voilà, c'est surtout sur ça, sur quoi je veux m'arrêter auprès de vous aujourd'hui, c'est que les activateurs de sol, bien souvent, on entend dire: «Oui, mais est-ce vraiment efficace? Ça met du temps pour vraiment voir des effets, on voit pas toujours grand-chose. Oh, puis ça coûte cher». Bah, il y a un moment, je suis un peu aussi venu casser ça auprès de vous cet après-midi. C'est-à-dire que, bah, les activateurs de sol, oui, il y en a X types. Nous, on a fait le choix de travailler avec des activateurs de sol sans apport de micro-organismes exogènes, puisque ceux que l'on veut intensifier, booster, c'est ceux qui sont déjà chez vous, donc adaptés à votre terroir. Et ça, c'est un point qui est fondamental. Mais il y a un moment, il faut qu'ils se mettent un peu plus au boulot, de façon à passer d'une situation de gauche, relativement grumeleuse, peu poreuse, à la situation de droite. Vous avez à droite une situation a été faite dans le nord de la France, en Moselle, ou Meurthe-et-Moselle, si ma mémoire est bonne, dans des terres relativement argileuses, et au bout d'un an d'application de Vertalsol, voilà déjà les premières observations. Vous avez la même chose de l'autre côté, plutôt dans nos terres, nous, limoneuses, où vous voyez très rapidement, en fait, cette notion. Donc là, il y avait eu des précipitations 2 jours auparavant, et vous voyez, en fait, une terre qui est plus grumeleuse, poreuse, et surtout qui se ressuit de façon bien plus rapide. Bah forcément que la culture va s'y trouver forcément plus à l'aise. La deuxième chose, pour ceux qui sont plus avancés sur la notion de pH et de redox, bah vous allez pouvoir même le checker avec ça, puisqu'un sol qui boit efficacement l'eau va avoir forcément toujours un redox qui va d'une part moins fluctuer autour du niveau optimal qui est 400-410 millivolts, et surtout avec aussi le pH associé, puisque quand l'un baisse, l'autre augmente, et inversement. Et forcément que tout coule de source après derrière. Plus j'ai de la porosité dans un sol, plus le développement racinaire de ma culture va être facilité. Et donc forcément, qui dit plus de racines, va dire aussi plus de prospection racinaire, et donc une capacité pour la culture à mieux prospecter un même volume de sol, et donc une proximité avec la ressource hydrique facilitée. Vous avez l'exemple sur des blés, vous avez exactement l'exemple identique sur des colzas. Et ce sont des photos qui datent de cette année, qui a été une année relativement clémente. Et vous voyez déjà, même sur une année clémente, les différences que l'on peut observer. Pour ceux qui sont encore un peu plus avancés dans la démarche, n'hésitez pas à utiliser un Slack test qui permet aussi de très rapidement visualiser la capacité en fait d'un sol à rester en état, même lors de forts excès d'eau. On appréhende par ce système la stabilité structurale que vous voyez forcément meilleure à gauche qu'à droite. Sans oublier le fameux test slip. Alors certains le font avec des slips, certains en coton, bien sûr, ou des carrés de coton, ou des sachets de thé. Vous mettez ce que vous voulez. Par contre, c'est un moyen très très simple d'appréhender l'intensification de l'activité biologique que vous allez voir matérialiser par rapport aux témoins, bien sûr, mais également au travers aussi de la vitesse de décomposition des résidus de culture. Combien de fois j'entends parler des fameux problèmes aujourd'hui sur, par exemple, des cultures comme les maïs, avec les mycotoxines notamment. Il y a un moment, plus les résidus de culture vont se dégrader rapidement à la base, et plus le risque de contamination et de développement de champignons sur la culture va diminuer. Donc forcément, le risque de mycotoxines va également diminuer, parce que ce sont les toxines produites par ces champignons. Sans oublier l'amélioration de la nutrition minérale, hyper important. Plus vous allez avoir de la prospection racinaire, plus l'accès à la ressource minérale augmente. Et notamment, par exemple, je vous ai mis le potassium ici. Vous savez l'importance du potassium dans la capacité d'une plante à résister en situation de stress hydrique. Plus elle a du potassium correctement et moins elle a de sodium, plus sa capacité à retenir son eau sera améliorée. Sans oublier, pour ceux qui ont la chance d'avoir les sondes, mettez-en entre des parties avec, des parties sans.
Ça vous permettrait également de visualiser les choses, même si je vous fais confiance. Le juge de paix final reste la quantité produite, la qualité produite et surtout la rentabilité. Et ça, justement, n'hésitez surtout pas à mettre des bancs de témoins pour, sur une période de 1 à 2 ans, factuellement visualiser les différences. Et vous verrez que quand vous aurez vu, et bien après, vous serez bien plus à l'aise, et bien tout simplement pour continuer à actionner le plan d'action. Puisque ce plan d'action, vous allez le voir, ce n'est pas une solution qui va tout révolutionner. Il y a un moment où, par contre, il y a besoin de débloquer le système. C'est un peu quand le boulon est tout simplement bloqué sur un écrou. Il y a un moment où il faut bien le débloquer. Il y a un produit qui s'appelle le dégrippant, il fait ça très bien. Il y a un moment, le Vertalsol, c'est aussi un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut bien débloquer les choses parce que l'eau est une denrée chère. Elle est chère parce que malheureusement, on ne sait jamais trop quand elle vient et en quelle quantité elle va venir, sans oublier la capacité d'un sol à pleinement l'utiliser efficacement. Et malheureusement, on a beaucoup trop de situations où on observe du gaspillage. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de gaspiller. La ressource est beaucoup trop chère pour pouvoir le faire, d'où le fait qu'on se doit d'optimiser les choses pour la stocker plus efficacement pour sécuriser la productivité de nos cultures et leur rentabilité. Maintenant, le tout repose sur un ensemble de solutions qui sont en lien les unes avec les autres. Vous aurez beau intensifier l'activité biologique, si vous ne lui donnez pas à manger, ça ne tiendra pas dans le temps. Si vous intensifiez la vie biologique et vous lui donnez à manger, mais qu'on est en train de la perturber en permanence, malheureusement, vous mettrez plus de temps à cranter. Et à l'inverse, si c'est pour laisser les sols nus tout l'hiver, malheureusement, il va vous manquer également un maillon. Donc, c'est bien avec une chaîne de maillons que nous allons y arriver, mais il y a un moment, il faut bien dégripper le système. Et c'est pour ça que l'on voulait notamment terminer ce webinaire en présentant notamment les résultats obtenus par le Vertalsol. Quand on voit dans quelle mesure le stress hydrique est une problématique qui concerne tout le monde, on ne peut pas garder ça pour nous. Voilà. Avec une solution facilement positionnable qui va permettre d'obtenir des résultats rapides, rapidement observables par vous, soit agriculteur ou TC de distribution, pour être rassuré là-dessus et surtout aller jusqu'à la fin pour évaluer le retour sur investissement. C'est fondamental. Et donc forcément, tout ça pour dire que l'enjeu est de venir sécuriser cette productivité, cette rentabilité, et surtout de façon durable. Le but du jeu, ce n'est pas d'améliorer un petit peu maintenant, mais que les choses ne tiennent pas dans le temps. Il faut que ça tienne dans le temps, à l'image un peu d'un escalier où on monte une marche, mais on ne recule jamais. Et on monte la suivante et ainsi de suite pour continuer à sécuriser et à apporter de la résilience dans nos systèmes de production. Merci en tout cas de votre attention et donc place aux questions. Alors, on a une première question de Bernard qui nous demande… Attends, je vais juste me remettre. Ouais. Excuse-moi, on va arrêter le partage. Ok. Donc, j'ai Bernard qui nous demande quel taux de matière organique est-il nécessaire pour que ces produits fonctionnent? Alors, en termes de taux de matière organique, la première notion, c'est qu'aujourd'hui, l'expérience que l'on a sur ce type de solution, et plus particulièrement du Vertalsol, ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, à moins d'1% de matière organique, malheureusement, l'effet va être relativement limité. Et forcément que plus je vais être à 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, mieux ça sera. Puisqu'en fait, il faut un casse-croûte de taille minimum pour intensifier tout ça. La deuxième chose, c'est que le taux de matière organique, je vous invite vraiment à le relativiser par rapport à la teneur en argile. Pourquoi? Puisque dans des sols sableux, par exemple, obtenir des taux de matière organique de 2,5 voire 3%, c'est très très compliqué puisqu'en fait, malheureusement, on a des sols qui ont un fonctionnement bien particulier et qui minéralisent la matière organique tellement vite qu'on a du mal à la faire monter. Donc, à moins de 1% de matière organique, ça va être compliqué. Au-delà, c'est possible. Par contre, attention, intensifier la vie biologique, c'est bien. On a plus de monde autour de la table qui travaille plus intensément, donc qui va nécessiter plus de nourriture au quotidien, d'où la notion de restituer toujours un peu plus. Donc, mais ça joue vraiment en 2 étapes. 1, j'actionne et 2, j'alimente. Alors maintenant, moi j'ai une autre question, Mathieu. Donc tu parlais de Vertalsol qui est un activateur de sol, oui. Mais donc tu as un seul produit chez Vertal qui fait tous les sols français? Non. Le Vertalsol, en fait, c'est un peu la base de notre gamme et qui nous permet d'intervenir un peu partout en France quand même.
puisque nous n'apportons pas de micro-organismes exogènes. Nous, ce qu'on veut, c'est intensifier, faire multiplier ceux déjà présents chez vous. La notion de terroir, elle est indispensable. Et on ira un peu plus loin sur des prochains webinaires où on vous invitera aussi à rejoindre notre plateforme de formation et on vous montrera dans quelle mesure la notion de pH et redox au niveau de vos sols conditionne le développement de telle ou telle famille de micro-organismes. Maintenant, chaque sol a ses spécificités et qui, en fonction des ratios calcium, magnésium, calcium sur magnésium, magnésium sur potassium, eh bien, on va avoir une gamme de produits qui vont nous permettre d'apporter ce noyau Vertalsol complété, soit par des sources calciques quand il y en a besoin, soit magnésiennes quand il y en a besoin, de façon à répondre vraiment aux besoins, à la fois techniques par rapport à vos sols, à leur carte d'identité, à leur génétique, mais également aussi en fonction de vos pratiques, puisqu'on va avoir des choses sous forme liquide que certains préfèrent, ou des versions billes ou granulées que d'autres vont préférer en fonction notamment d'un relief vallonné. Voilà. Donc, pour rejoindre, il y a Bernard qui a répondu à nouveau à sa question, OK. qui nous dit que tous ces sols dans le Gers Ouais. sont à 35% d'argile et 1,5 points de matière organique. Alors, merci Bernard pour cette précision. C'est ce qu'on appelle être réactif et c'est super. Là, c'est un exemple, je vais le faire directement en live avec vous. Vous avez donc 1,5% de matière organique divisé par 35% d'argile. J'arrive à un ratio de même pas 5%. L'idéal demain, c'est au minimum d'avoir un ratio matière organique sur argile qui équivaut à peu près 10%. Là, clairement, avec un optimum recherché à moyen terme qui va être plutôt de se rapprocher des fameux 15% dans un premier temps, puis 17, puis 20. Ça, ce sont les travaux de Pascal Boivin, un chercheur suisse très connu et un peu le pape des sols, je dirais, en Europe. Je vous invite à lire ses travaux, il l'explique bien mieux que moi. Donc, c'est clair que dans cette situation-là, demain, dans le cas d'un positionnement de Vertalsol sur cette situation ou d'activateur de sol, ils devront absolument être accompagnés d'apports directement, soit des fluents d'élevage si vous en avez, c'est une chose, et notamment des fluents de bovins, ça c'est encore mieux, notamment avec des fumiers qui va permettre de booster les salariés et de leur apporter en même temps à manger. Et plus vous allez pouvoir remettre dans le système des résidus de culture, le maïs grain par exemple en a un excellent également. Quand on a un peu d'autres cultures comme des céréales ou des colzas, il y a un moment, j'entends qu'on a besoin de la paille pour l'élevage, mais quand on n'a pas d'élevage, en même temps, votre élevage, il est dans les sols, il faut savoir le restituer. Et quand tout ça n'est pas possible parce qu'il y a des besoins, c'est à ce moment-là que les couverts végétaux, soit hivernants ou non hivernants, peuvent être intéressants. Merci en tout cas. J'ai une autre question, cette fois-ci, c'est plus par rapport aux activateurs de sol. Donc, tu as parlé du Vertalsol, tu as présenté un petit peu l'intérêt de l'activateur de sol, mais est-ce que tu pourrais rapidement nous présenter un petit peu les différentes similitudes avec tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur le terrain, parce qu'on en a une multitude. Et donc, sur le marché, on a aussi certains qui comprennent des organismes exogènes, des champignons, des bactéries. Est-ce que tu peux refaire le point là-dessus, s'il te plaît ? Alors, très rapidement, aujourd'hui, sur les activateurs de sol, vous allez en avoir plusieurs. Le premier, le meilleur activateur de sol que vous pourrez jamais trouver, c'est une plante. Ça, c'est la première, à une condition, c'est qu'elle ait en fait un sol qui lui permette d'avoir facilement accès à ce dont elle a besoin pour améliorer ce sol-là. Et ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça qu'on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, dans les activateurs de sol, vous allez avoir en gros deux catégories. Ceux avec des micro-organismes exogènes, soit à base de bactéries, très courants, soit à base de champignons, ou les deux, puisque les champignons vont permettre de dégrader tout ce qui va être plutôt les résidus relativement ligneux, ce que ne savent pas faire les bactéries, et à l'inverse, les bactéries sont très très douées pour minéraliser très 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 vite. Ce type de solution, on le voit nous sur le terrain, fonctionne. Maintenant, on est toujours un peu interrogatif sur la durée et la tenue de cette efficacité dans le temps et dans quelle mesure cela est efficace. C'est là où on a souhaité plutôt travailler sur la deuxième catégorie, qui n'est pas d'apporter des micro-organismes, mais de travailler soit avec des supports provenant du monde végétal. On travaille, nous, avec des extraits de plantes qui sont très connus pour venir intensifier l'activité microbienne d'un sol, tels que des extraits de bardane, d'astragale. On utilise également de la mélasse de canne à sucre. En rapportant du sucre dans les sols, c'est ce que fait une plante
lorsqu'elle fait de la photosynthèse, elle produit des sucres et elle en envoie une partie au niveau des racines pour alimenter tout ce qui est autour et la rhizosphère autour de ces racines. Donc ça fonctionne très très bien. D'autres vont faire ça avec de la silice, d'autres vont faire ça avec différents autres supports, des jus de lombricompost, différentes choses. Les supports organiques sont aussi intéressants quand on parle des effluents d'élevage. C'est dans une certaine mesure un certain activateur de sol puisqu'on vient apporter de la nourriture au sol. Voilà. Donc il existe tout un panel. Maintenant, ce que l'on voit, c'est que des fois, on restitue des choses au sol. Malheureusement, faut-il encore avoir les salariés capables de décomposer ce que l'on restitue et de le faire le plus rapidement possible. Voilà. Mais en gros, 2 grandes catégories avec et sans micro-organismes. Merci Mathieu. Peut-être une dernière question. Je pense que tu y as un petit peu répondu, mais est-ce que tu peux repréciser? On a une question qui nous vient, qui nous demande, est-ce qu'on peut éviter des tours d'eau potentiellement sur maïs ou d'autres cultures? Alors, forcément que, alors pour ça, attention, on va replacer le système. Quand on va dire limiter des tours d'eau, forcément, enfin, je veux dire, il y a un moment, plus on va stocker une même quantité d'eau obtenue par précipitation, on va mieux la stocker dans l'eau en assurant un accès facilité de cette eau à la plante via les racines parce qu'on a amélioré la porosité de ce sol-là. Forcément que le recours à l'irrigation va être un peu moins rapidement nécessaire que dans le cas inverse. Première chose. La deuxième chose, c'est que quand je veux obtenir une précipitation, lorsque la culture est en place, plus mon sol va être ouvert, plus il va être capable rapidement, et bien tout simplement à cette eau de s'infiltrer dans le sol. Et si vous voulez pleinement vous convaincre, sans prendre de risques, tout en restant très pragmatique, bah, les sondes dans le sol sont clairement des outils faits pour ça. C'est-à-dire que vous allez tout simplement pouvoir, en fonction, vous allez déterminer votre ERU, de votre ERU, vous allez définir la RFU, et vous allez avoir le niveau en fait d'eau présent au niveau de la profondeur d'enracinement de la culture présente dans vos sols. Et vous allez tout simplement voir à quel moment et à quelle vitesse bah, la courbe va gentiment arriver vers la courbe rouge. Donc oui, enfin, je peux en témoigner sur l'exploitation familiale. Ce sont des solutions qu'on a mis en place depuis maintenant quasiment maintenant une quinzaine d'années. On irrigue. Eh ben oui, effectivement, aujourd'hui, on fait du partage d'eau avec des voisins. Ben, la quantité d'eau apportée à l'hectare pour produire du maïs dans les deux cas n'est pas la même. Et donc forcément, un recours moindre à l'irrigation. Et quand on voit le coût énergétique nécessaire pour irriguer vis-à-vis de l'évolution du coût de l'électricité, sincèrement, si je peux économiser un tour d'eau, c'est forcément un petit gain en termes de coût d'électricité, mais c'est surtout la capacité à valoriser un volume d'eau donné dans une réserve sur une surface plus conséquente. Super. Eh ben, merci Mathieu, je pense qu'on va pouvoir passer peut-être au dernier sondage. Ok. En tout cas, merci à tous. Nous allons continuer donc sur l'année 2023 à organiser ce type d'intervention technique rapide d'une durée d'1 heure. Pour cela, toujours intéressant pour nous d'avoir un petit peu vos souhaits de sujets à traiter lors des prochains webinaires. Plus c'est en lien avec des vrais sujets d'actualité pour vous, ou des problématiques que vous rencontrez, c'est d'autant plus intéressant et important pour nous de pouvoir les traiter avec forcément toujours un minimum d'échanges. C'est là où je réinsiste, mais les questions sont importantes. Et surtout, le replay donc de ce webinaire sera accessible prochainement d'ici la fin de semaine. Vous le retrouverez directement sur la chaîne YouTube de Vertal. Et n'hésitez pas d'ailleurs à jeter un coup d'œil sur les précédents. Il peut y avoir des thèmes qui puissent être en lien avec des problématiques rencontrées ou des souhaits d'information que vous auriez. En tout cas, merci à vous tous. Merci Rémi Merci à vous. de m'avoir assisté également. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à vous, au revoir. À très bientôt.